Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'heure est grave. J'en ai marre de voir cette bataille incessante sur les réseaux sociaux et de lire des choses telles que le manga est mieux que le comics ou que le comics est mieux que le manga. D'ailleurs, Mills, tu peux me faire un petit résumé de ce qu'on voit sur les réseaux actuellement? Non mais les mangas c'est quand même mieux que les comics. Mais non, les comics c'est au-dessus. Merci Mills. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de ces deux phénomènes de la pop culture, si opposés et pourtant pas tant que ça. Et pour ce faire, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui, pour la première fois sur ma chaîne, le plus beau masque de YouTube, le professeur Fox. Salut prof. Salut Ingé, merci de l'invitation, comment ça va? Ça va et toi? Bah super bien, je suis ravi d'être là pour parler de ce sujet qui a l'air passionnant. Ben oui, effectivement. Et puis alors si je t'ai invité, c'est pas pour rien, c'est effectivement que tu es un grand lecteur de manga et en plus, tu viens de commencer les comics. Et ouais, quand on tourne ça, là, on est fin novembre et j'ai commencé début novembre les comics grâce à vous, hein, toute la team du Café Comics. Je pense à Wayne également, qui m'ont poussé à aller là-dedans. Et puis mon bro Néo, que je connais depuis maintenant 10 ans, qui m'a forcément un petit peu transmis le virus. Et j'ai bien kiffé, ma première arrivée, j'ai bien kiffé. Effectivement. Alors ce que je te propose de faire dans cette vidéo, c'est de commencer par les influences et courants de pensée. Ensuite, on parlera de la pré-publication, de la publication, des graphismes, et puis des scénarios. Et enfin, on conclura. Ça te convient? Eh ben écoute, ça me paraît super cool. Eh bien écoute, je te laisse commencer. Allez, donc c'est pour moi. Alors, pour commencer, il est important de noter qu'en premier lieu, que ce soit dans le comics ou dans le manga, les personnages et les histoires sont des témoins d'un contexte historique dans lequel ils évoluent. On peut par exemple parler de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide, ou encore pour les mangas de la guerre sino-japonaise qui a marqué pas mal les esprits à l'époque. On peut aussi parler des post-apocalyptiques, du désastre du monde et aussi de l'évolution de l'écologie et de l'impact que ça peut avoir. Ce qui me marque un petit peu plus, c'est que les mangas ont été vachement utilisés comme outil de propagande, au même titre que les comics. Si on reprend mon petit exemple de la guerre sino-japonaise qui a marqué les esprits au Japon, eh ben les mangas étaient utilisés pour l'effort de guerre, pour faire comprendre aux soldats qu'ils n'étaient pas seuls et que la nation les écoutait et les supportait. On voit alors apparaître des héros qui déjouent toutes sortes de conjurations étrangères. Ces séries, elles deviennent très populaires, mais elles sont de nouveau touchées par la censure dans les années 40 où le gouvernement militaire mobilise des milieux artistiques à des fins de propagande. D'ailleurs, de nombreuses œuvres traitent encore de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai envie de placer SNK ici, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans en français, qui est pour moi l'adaptation parfaite d'une Seconde Guerre mondiale alternative. Tu as tout à fait raison Fox, et pour les comics, c'est pareil. À cette époque, 25% des magazines qui sont envoyés aux soldats sont des comics et sont là principalement pour les soutenir, bien sûr psychologiquement, mais sont également des outils de propagande, notamment avec des comics dont le héros est Captain America, dont les ennemis de ce héros sont plus ou moins les mêmes ennemis que les États-Unis. Mais il y a également Superman qui se bat pour la liberté, et cela est représenté notamment par la cloche qu'il porte, la Liberty Bell, qui est un symbole de liberté et d'indépendance. Mais si tu le veux bien, je te laisse passer à la prépublication. Avec plaisir. Alors le système de prépublication, figure-toi, il est assez similaire, que ce soit pour les comics ou pour les mangas. Au Japon, les différents mangas en fait sont d'abord prépubliés chapitre par chapitre dans des revues hebdomadaires. On peut citer ici la plus célèbre, le Weekly Shonen Jump. Alors, ce que vous avez devant les yeux, c'est un Weekly Shonen Jump qui vient directement d'une librairie du Japon. Je l'ai ramené de mon voyage en 2019. Et ce qui est frappant déjà, c'est qu'on peut voir qu'il y a plusieurs couleurs de papier. Donc en fait, chaque chapitre, si vous voulez, comporte une couleur de papier différente, du vert ou du rouge, pour bien différencier quand on passe à une histoire différente. Ce qu'on peut noter également, c'est que le papier, il a une qualité assez médiocre. C'est du papier avec un très gros grammage qui n'est pas de très bonne qualité et sur lequel il n'est pas très agréable de lire. Ça sert vraiment à découvrir les séries. La revue fait environ 500 pages et ça coûte à peu près 2,30 € si on devait transposer les yens en euros. Comme souvent avec le Jump, une fois qu'un manga est un succès, il est ensuite produit et assemblé. Pour le comics, bien que le système soit différent, il y a quand même quelques similitudes. Lorsque le comics est produit, il sort tout d'abord en single issue dans le format soft cover ou couverture souple, est composé de 25 à 40 pages en moyenne et coûte environ 5 €. Une fois que l'arc narratif est clos, bien souvent,
il est assemblé en hardcover, en couverture dure. Là où le comics a une chaîne de production bien plus complexe, le manga joue principalement sur la simplicité. Et c'est pas pour le rabaisser, attention, hein. Dans bien des cas, on attribue au manga un dessinateur et un scénariste. Et encore, parfois, le scénariste est même le dessinateur. Puis, dans certains cas, le dessinateur a lui-même des assistants qui vont travailler notamment les arrière-plans et aider ce dessinateur-là. Et puis, il y a enfin un responsable éditorial qui chapeaute à peu près le tout. Dans les comics, on a souvent affaire à un auteur, voire en ce moment plutôt à même des collectifs d'auteurs. Et pareil pour les dessinateurs, bien souvent il y a des collectifs de dessinateurs. Ce qui explique que les dessins d'un comics à l'autre changent parfois en cours de route. Je vous laisse bien évidemment le passage à l'ancrage et puis à la colorisation qui rendent le tout bien plus chronophage et onéreux, ce qui explique notamment la différence de prix entre les mangas et les comics. Et puis si on revient à notre chaîne de production, un manga c'est souvent un seul auteur, comme tu viens de le dire, et cet auteur il va nous imposer un petit peu sa vision, il va faire vivre ses personnages et les faire évoluer au fil du temps. Il va raconter son récit et on va suivre le personnage du tome 1 au dernier tome, quand la résolution aura lieu. Et même si aujourd'hui de plus en plus d'auteurs arrivent à faire vivre leur lore en sortant des tomes qui nous ravissent sur l'histoire de l'univers qu'ils ont créé, même si on n'a plus les personnages, il n'en demeure pas moins que certains mangaka forcent un petit peu le trait et surfent sur la vague pour nous proposer des mangas qui n'auraient jamais dû sortir. Et là, je place une petite mention spéciale au manga Code Geass, qui est un de mes préférés et qui a subi tout ce revirement de hype. On a continué à sortir du Code Geass sur du Code Geass sur du Code Geass et ça a perdu pour moi tout son intérêt. Dans les comics, les personnages sont sans cesse renouvelés et il n'y a qu'à se tourner vers Batman pour comprendre que ses origines ont été réécrites à maintes reprises, que toutes les histoires ne se suivent pas forcément, qu'il y a des récits simples qui sont hors continuité, comme Batman Hush par exemple, et qu'il y a même des Elseworlds, des récits uchroniques, comme notamment Batman Terre 1. Pour autant, même si cela complexifie le tout, je trouve ça très positif, puisque ça laisse à chaque auteur une vision différente de son personnage et je trouve ça vraiment bien. Et cet aspect il reste aussi hyper important dans le manga. Si le lecteur n'arrive pas à s'identifier à son personnage principal, aucune alternative n'est réellement possible. Et ça nous amène tranquillement vers les dessins. Ingé, tu peux nous parler des graphiques des comics? Ouais, tout à fait. Alors, comics, j'ai envie de dire BD et manga, qui sont tous trois des œuvres dans lesquelles se succèdent des images afin de former un arc narratif et une narration graphique. C'est ce qu'on appelle dans l'étude de la bande dessinée, tout simplement, l'art séquentiel. Que ce soit des dessins, de la photographie, des illustrations, tout cela s'articule de façon à composer une planche, plus communément ce qu'on appelle en fin de compte une page, et ces pages sont découpées en vignettes qui sont elles-mêmes composées d'illustrations, de bulles et de textes. Les différences graphiques les plus notables sont entre ces œuvres, principalement les dessins et la colorisation. Et oui, vous le savez, mais la différence sur les dessins se fait largement ressentir vis-à-vis des origines de ces œuvres. On a le comics qui est plutôt du côté outre-Atlantique, les États-Unis, le manga qui est plutôt asiatique, le Japon, même si aujourd'hui on voit des mangas chinois et coréens de plus en plus arriver sur le marché. Et bien sûr, au milieu, nous avons la BD franco-belge, notre héritage. Par exemple, les traits dans un comics sont beaucoup plus lourds, plus sombres, mais aussi plus réalistes, alors que le manga, lui, aura un style graphique beaucoup moins elliptique. Mais ça, Fox, c'est ta partie, je vais te laisser en parler gentiment. Merci Ingé. Et oui, au Japon, c'est très culturel et le dessin est très codifié. Dans les mangas, on voit souvent ces petits personnages fins, très élancés, avec des cheveux très lisses, des petites bouches, peut-être même pas de nez chez certains dessinateurs, et ça vient du facteur culturel. Bien souvent aussi, dans le manga, les émotions sont décuplées. On insiste à mort sur les expressions faciales et sur les onomatopées. Et je vous apprends rien, au niveau de la couleur, les mangas, c'est très souvent en noir et blanc. Même si certains s'en détachent, comme Akira par exemple, il est très rare de trouver un manga entièrement en couleur. On a pour la plupart du temps 2 ou 3 petites pages en intro en couleur pour nous montrer un petit peu la couleur de cheveux des personnages, leurs habits, etc. Après, c'est au lecteur de se faire son propre avis et de faire marcher son imagination. Dans les comics, à l'inverse, ils sont quasi en totalité en couleur, même si on peut citer The Walking Dead qui, lui,
casse un petit peu les codes et propose du noir et blanc. Effectivement Fox, et comme tu l'as dit, à l'inverse dans les comics, il existe aussi des exceptions comme Walking Dead, From Hell, ou même de plus en plus aujourd'hui des rééditions de notre cher Chevalier Noir en noir et blanc. Pour autant, dans les comics, la couleur est une composante qui permet de sublimer l'action et de donner de la profondeur au lecteur et de l'accompagner dans une ambiance, une atmosphère qui sera présente, notamment soit par des couleurs plutôt chaudes, soit par des couleurs plutôt froides. A l'inverse, le choix du noir et blanc, que ce soit pour les mangas ou même pour certains comics, permet surtout de produire en masse, comme c'est le cas notamment pour Walking Dead, puisque Robert Kirkman avait effectivement précisé que ce choix-là était principalement économique. Ce qui nous amène notamment à la structure narrative. Alors attention, ce que je vais dire va sûrement vous faire un bond dans votre siège, mais pourtant, que ce soit dans les comics ou dans les mangas, ils ont une construction narrative qui est assez similaire de façon générale. Et cette similarité, on la retrouve notamment dans la construction des personnages, mais surtout entre le shonen neketsu et les histoires de super-héros. Bien souvent, que ce soit dans le comics ou dans le manga, nos héros ont une figure familiale absente ou un schéma familial assez complexe. C'est bien sûr le cas de Batman, de Daredevil, de Spider-Man, dont notamment les parents sont décédés. Et nous aussi, on a nos petits orphelins dans les mangas. On peut parler de Naruto, qui a souffert de sa solitude et du manque de son père et de sa mère depuis sa plus tendre enfance. On peut également citer Ryo, coq de combat, qui lui a tué ses parents. Ou encore Goku, tout simplement dans Dragon Ball, qui ne connaît pas ses parents. Et que dire d'Eren dans l'attaque des Titans, qui voit directement sa mère se faire bouffer devant lui. Effectivement, et tous ont un talent particulier, issu soit de leurs origines, ou soit acquis au fil du temps. C'est le cas notamment de Superman qui, en arrivant sur Terre, couplé au soleil, aura ses pouvoirs, mais également Spider-Man qui acquérera ses pouvoirs grâce à la morsure de l'araignée, et puis notre cher Chevalier Noir qui, lui, a son intelligence et son argent, j'ai envie de dire. Et chez nous, c'est un petit peu pareil. Goku tient ses pouvoirs de son origine, donc de sa planète d'origine, c'est un Saiyan, tandis que Luffy aura juste à bouffer un fruit du démon pour devenir élastique. Et pour corroborer ce que tu dis avec Bruce Wayne, on a notre intelligent nous aussi, Light Yagami, qui même s'il a été aidé par un gros coup de pouce du destin dans Death Note, son intelligence reste son premier atout. Effectivement, et une chose que j'aime aussi mettre en avant, c'est que tous nos héros ont une quête, que ce soit dans les comics ou dans les mangas. Si l'on prend par exemple l'exemple du comics, eh bien la Justice League, elle, va plutôt sauver le monde ou bien une personne, chose que l'on retrouvera également du côté du manga. Et ça va bien plus loin, mon cher Ingé. Si on s'arrête 5 minutes sur la définition d'un shonen neketsu, il est dit que l'auteur doit rendre intéressante la quête de nos héros de par sa narration et qu'il doit nous emmener vers la quête du héros et rien d'autre. Il doit narrer ça de manière efficace et aussi nous montrer ses faiblesses et comment le héros arrive à les surmonter. Et encore une fois, on peut très rapidement trouver ces similitudes dans les Tortues Ninja de chez iComics, dont la remise en question et les faiblesses sont remédiées par l'entraînement. C'est également le cas avec Batman qui, après un échec contre le Joker par exemple, eh bien, va nous sortir un Bat Gadget de sa poche ou un anti-poison parfait contre à son ennemi. Et puis d'autres caractéristiques sont mises en avant, notamment la participation à un tournoi, ce qu'on retrouve bien souvent dans le shonen neketsu, que l'on pourrait comparer au combat qu'enchaînent nos héros dans les comics, ou le fait que le héros soit notamment accompagné d'amis. Batman par exemple est rarement seul, accompagné souvent d'Alfred, de Robin ou même de la Justice League. Il est bien loin le héros solitaire dont il veut nous faire croire d'habitude. Et oui, et si on en croit Wikipédia, il est même dit que l'aventure, à la fin, elle doit nous montrer la transcendance du héros pour passer d'un simple héros principal plutôt banal à l'égal d'un dieu. Et là, pourquoi ne pas citer Naruto, qui en est un très bel exemple dans les mangas. C'est un petit crétin sans avenir, c'est comme ça qu'il est décrit dans les premiers mangas, et à la fin, tant par son aura que par ses pouvoirs, il est l'égal d'un dieu. Dans les comics, Batman peut arriver à cette transcendance également. Alors la différence notable qu'on aurait entre les comics et les mangas là-dessus, c'est que l'évolution du personnage ne fonctionne pas du tout pareil dans un comics ou dans un manga. Dans un manga, on suivra les entraînements des héros. Je pense ici à My Hero Academia, où Izuku doit s'entraîner et s'entraîner et s'entraîner encore pour dompter ce pouvoir qui à la base n'est pas le sien et arriver à devenir quelqu'un de très très puissant. On a donc une idée de temps qui passe, d'entraînement acharné et de maturité acquise. Pour les comics, c'est un peu différent. N'est-ce pas, Ingé ? Effectivement, Fox, on ne voit que très peu les héros s'entraîner dans les comics, et pour la plupart du temps, les héros sont vieux et possèdent déjà un certain niveau de maturité. Pour autant,
Comme dans les mangas, ce procédé existe avec un comics que j'ai adoré. Il s'agit de Spider-Man, l'histoire d'une vie, qui nous présente le vieillissement de Spider-Man au fil des âges. Par contre, ils évolueront par le biais d'une équipe créative qui travaille sans cesse à renouveler l'intérêt du lecteur, le nôtre, allant parfois jusqu'à modifier le statu quo de nos héros, ce que l'on retrouve un petit peu moins dans les mangas, il faut se l'avouer. Maintenant, ce dont on aimerait vous parler, c'est de l'influence du cinéma sur ces œuvres. Parce que oui, on vous l'a dit en première partie de vidéo, mais la première influence majeure a bien sûr été la presse. Le premier point commun est bien sûr l'utilisation d'un storyboard. Cette première étape consiste notamment à créer l'histoire, à découper le récit en séquences afin de visualiser l'enchaînement des pages, la position des cases et bien sûr la position des personnages, des bulles et des textes, comme au cinéma. On peut donc dire que le manga et le comics ont été influencés par le cinéma. Qu'en penses-tu, Fox? Et oui, je suis totalement d'accord avec toi, et inversement d'ailleurs, les mangas ont extrêmement influencé le cinéma. D'ailleurs, on peut parler de Tezuka Osamu, le papa du roi Léo et de Astro Boy, qui s'est vachement inspiré des États-Unis. Et ouais, le roi Léo, vous commencez à le voir venir, ça ressemble vachement au roi lion. Quand on sait ça, il est difficile d'imaginer qu'on n'a pas d'autre inspiration pour son autre œuvre qui est Astro Boy. C'est un homme d'acier avec des pouvoirs, des réacteurs sous les pieds, ça me dit vaguement quelque chose. On peut aussi mettre en avant Spider-Man, qui est totalement, même dans le nom, inspiré de Spider-Man, du coup. On pourrait également faire un parallèle entre Mad Max et Ken le Survivant. Dans ces deux œuvres, on a nos héros qui évoluent dans un monde post-apocalyptique et ils sont entourés de vieilles bagnoles un peu crasseuses, de gangs et de combinaisons de cuir. On peut également citer les personnages de Kenshin le Vagabond, dont les designs sont extrêmement inspirés de Spawn dans Sabre ou Gambit. Un G, je compte sur toi pour mettre des petites images au montage. Et enfin, comment ne pas parler de One Punch Man, qui est carrément une caricature des super-héros de comics. Le mec est juste trop fort et juste en un point arrive à démonter des gens. Pour moi, c'est clairement une caricature assumée de Superman, qui est un super-héros ultra cheaté. Et dans My Hero Academia, enfin, là, on a carrément une académie de super-héros. Faire plus le lien avec les comics, je pense pas que ce soit possible. Effectivement, et aujourd'hui on a même des comics et des personnages de comics qui sont transposés en manga, notamment Batman ou encore la Justice League. Enfin, on pourrait passer comme ça une vidéo d'1 heure à vous parler des similitudes entre les comics et les mangas, et on trouve ça beaucoup plus intéressant au final que d'alimenter cette petite guéguerre manga vs comics. Qu'est-ce que t'en penses, Fox? Bah moi je suis totalement d'accord avec toi, je viens du manga au départ et puis en vous côtoyant tous, j'avais qu'une envie, c'était me foutre aux comics. C'est totalement pas incompatible, faut que les lecteurs de comics essayent de s'ouvrir au manga, même si c'est un style très space et très fermé, qui prend beaucoup de hype en ce moment et qui peut en rebuter plus d'un, mais il y a vraiment des mangas pour tout le monde. Pour te dire, j'ai même réussi à faire lire des mangas à Wayne. Effectivement. Et les lecteurs de manga pourraient faire pareil en s'intéressant aux comics. Et oui, parce qu'en fin de compte, ces deux œuvres appartiennent toutes deux à un art narratif, graphique et séquentiel. Et c'est en ça qu'on se rejoint dans cette passion, j'ai envie de dire. Qu'en penses-tu, Fox? Bah, je suis d'accord avec toi. Et puis de toute manière, au départ, on est tous lecteurs, que ce soit du roman, du comics ou du manga. C'est la même passion qui nous anime. Effectivement, et comme le dirait mon cher Mills, Au fond, peu importe le format, nous partageons tous cette même passion qu'est la lecture. parce que concrètement, avant de faire un choix entre ces différentes œuvres, nous sommes tous lecteurs. Fox, je te remercie beaucoup pour ta participation et merci d'avoir amené ta pierre à l'édifice dans cette vidéo et ton savoir qui, franchement, tu m'en as appris énormément, donc merci à toi, frérot. Bah écoute, merci à toi de m'avoir invité et puis je suis ravi qu'on ait pu trouver des petits points communs entre nos deux univers et on voit que ça se mélange plutôt bien et ça c'est vachement cool. J'ai adoré ton initiative de faire ça parce qu'on voit vachement de guéguerre et pour le coup, merci à toi. Eh bien, merci à toi, mon frérot, d'avoir participé à cette vidéo. Et puis, je vous laisse avec Mills qui a un dernier message. Et sinon, Angers, toi t'es plus Xbox, PlayStation, PC ou...